Bonsoir, Joséphine. Bonsoir Sylvie. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Puis je me disais, je ne vais pas commencer par une question, je vais commencer par une impression que j'ai chaque fois que je vous ai lu, que j'ai encore chaque fois que je vous relis, parce que je suis à peu près certain qu'ici, là, manifestez-vous, ceux qui ne la lisent qu'une seule fois, non. Ceux qui la lisent plus d'une fois, je vous demande de vous manifester. Clairement, c'est impossible de ne vous lire qu'une seule fois. Hein? Alors, je vais tout de suite vous dire mon impression. Quand je vous lis, et ça s'est vraiment vérifié en préparant cette entrevue, j'ai l'impression de marcher à vos côtés. Ah oui. J'ai vraiment l'impression de marcher à vos côtés. Je n'ai pas l'impression d'être en train de lire. Je suis en train de marcher à vos côtés, de vous entendre réfléchir, de vous entendre faire votre poésie au moment où je vous lis. Bien, vous savez, comme j'ai travaillé pendant plusieurs années avec 3 anthropologues, et puis j'enregistrais les aînés dans les communautés. Alors, c'était la même chose pour moi. Quand ils me racontaient, j'étais avec eux dans le Notmet. Je partageais, je pagayais, je faisais exactement tout ce qu'ils me racontaient. Alors, dans le premier recueil, par exemple, Tusno Stagna, bâton à message, mais j'ai écrit un poème, ce qu'il me racontait finalement. Et je continuais toujours un petit peu dans les autres. Et puis j'ai travaillé, j'ai coordonné avec Laure Morali la poésie des enfants qui s'appelle Ninawas. Et puis, tu sais, puis quand tu lis la poésie des enfants, ben eux autres aussi, ils accompagnent des souvenirs qu'ils ont de leurs grands-parents. C'est comme ça, ils disent qu'ils sont avec eux, donc ils ne peuvent pas tout à fait mourir. Là, vous Donc, précédez, je vais vous interrompre parce que vous précédez l'ensemble des sentiers où je veux vous amener. Mais ça va avec votre générosité de cœur et d'esprit. Joséphine, voici donc ma première question. Est-ce que ça vous arrive d'écrire en marchant? oh mon Dieu, ça m'arrive d'écrire quand j'attends l'autobus. D'ailleurs, il y a un poème dans Ouyesh que j'ai écrit en attendant l'autobus au coin de Bélanger, qui dit ceci. Rue Bélanger, j'attends l'autobus. Je regarde le bout de la rue, sans horizon. Je ferme les yeux, je revois ces aînés face à la mer. Eux seuls voient ce qu'ils regardent. Vous savez, quand on attend l'autobus, on regarde toujours le bout de la rue si l'autobus serait pas proche. Hein? Mais ça m'a ramené chez les aînés que quand je travaillais dans les communautés, les aînés étaient toujours assis face à la mer. Ils restaient en silence, ils regardaient l'horizon. Puis je me demande bien qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils regardent. Puis ça a créé ce poème parce que j'attendais l'autobus. Mais comme j'avais pas de papier ni de crayon, mais je l'ai d'abord écrit dans ma mémoire. Et puis voilà, c'est important la mémoire. C'est très important dans tous vos livres, la mémoire. D'ailleurs, vous dites je n'écris pas demain, j'écris aujourd'hui. À plusieurs reprises, vous faites une référence au temps, je dirais même au temps passé comme étant un temps présent. Ben, je dis souvent que moi, il est important le présent. Aujourd'hui, il est important parce que hier, je l'ai déjà. Hier, c'est un souvenir, mais je le garde dans ma mémoire. Alors, ce que je vis à l'instant où je le vis, c'est comme si c'est mon plus grand présent et présent.
Alors demain, je ne sais pas. D'ailleurs, demain doit m'ignorer. On verra. Hein? Vous vous êtes dite poète par hasard, c'est-à-dire que vous seriez devenu poète par hasard. J'ai revisionné Je m'appelle Humain pour préparer cet entretien, il y a cette très, très belle séquence que je vais vous demander de raconter aux gens, parce que même s'ils l'ont vue, c'est bien de leur rafraîchir la mémoire aussi. Cette séquence où vous êtes avec Laure Morali et où elle raconte qu'elle vous a pressenti poète en rêve. Non, ouais, Laure, je la connais. Je partais à Mingan pour enregistrer des aînés. Je suis partie avec mon enregistreuse, tout ce que j'ai l'habitude de faire. Puis dans l'autobus, elle était dans l'autobus, Laure. Et puis quand on est arrivé, je pense finalement à Bécomo pour changer d'autobus qui se rendait à Sept-Îles, elle est venue me parler. Et puis il m'a dit, il dit, tu t'en vas où? Puis j'ai dit à Sept-Îles. J'ai dit à Mingan. Elle m'a dit, moi aussi. Elle me dit, chez qui? J'ai dit, chez Rita. Elle aussi s'en allait là. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était dans l'autobus. Et puis je me souviens, mon enregistreur, je ne suis pas très habile pour la technologie. Il n'arrêtait pas de sauter. Puis des aînés me disaient, il dit, t'as pas remarqué? Il dit, si tes machines ne marchent pas, c'est parce que t'as pas enregistré. Il dit, t'as juste à profiter. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est là que votre amitié s'est nouée? Oui, c'est comme ça, oui. Et puis, on a continué à se voir à Montréal, une fois de temps en temps. Et puis un jour, elle a rêvé qu'elle jumelait des écrivains et des poètes québécois avec les Premières Nations. Puis ça a donné c'est un livre qui est très, très important, qui s'appelle Imitato, parlons-nous. C'est comme un premier pont, une première réconciliation, qu'on peut dire. Alors, c'est comme ça que tout a commencé. C'est que moi, je n'étais pas poète, là. Je transcrivais, je traduisais, j'interprétais les aînés, mais écrire de la poésie, non. Ça ne m'est jamais passé par la tête. Alors, quand Laure Morali m'a demandé si je voulais bien, mais j'ai dit, je ne suis pas poète. Mais comme je l'aime beaucoup, puis je faisais partie des Premières Nations qui auraient pu correspondre à quelqu'un. Alors je lui ai dit oui. Elle m'a jumelé avec un poète qui s'appelle José Agnin, qui est d'origine occitane. Et c'est comme ça que tout a commencé, finalement, que j'ai commencé à écrire sur des bouts de papier. J'écrivais beaucoup, c'était en indien, mes bouts de papier que j'accumulais dans ma sacoche. Puis quand je revoyais là, j'y donnais mes bouts de papier. Et tranquillement, ça a fait bâton à message. Oui, puis un jour, on se revoyait pour manger ensemble, parler des aînés, parce que fait qu'il y en avait un paquet, là, comme ça, d'épée peut-être. Fait que là, il m'a dit, ça pourrait faire un recueil. Et c'est comme ça que tout a commencé. Quand je dis par hasard et par accident, c'est pour ça. Mais vous l'avez aussi croisé, je ne sais pas si c'est à le même voyage, mais quand vous étiez en train de préparer ou de réaliser le petit grand européen, Johann. Ça peut être extraordinaire. Ouais. Je tournais le petit grand européen, Johann Betz. Et puis, on la voit 3 fois dans mon documentaire. Elle était à peine au début de sa vingtaine. Je ne la connaissais pas. Ouais. Donc, tout est arrivé comme un casse-tête. Hein? Par petits morceaux.
Ce que j'ai remarqué, parce que je suis allée visionner ce film, Le Petit Grand Européen, Ouais. oui, on le trouve dans le catalogue de l'ONF. On ne trouve pas toutes vos réalisations, mais on trouve celui-là. Et ce qui m'a fasciné, c'est que dans tous vos recueils, il est question de recueillir la parole des aînés ou des mots ou de ce que les autres ont conté ou raconté ou ont besoin de conter ou de transmettre. Dans ce film documentaire que vous avez réalisé, tout est fait de façon à ce que le conte joue constamment un rôle. Tout est fait de façon à ce que ce soit raconté. Oui. Parce Oui. que j'ai déjà participé aussi à des séries. Hein? Puis quand tu acceptes d'être un des réalisateurs dans des séries, tout est comme des boîtes, pas des boîtes, des blocs. Il faut que toutes les séries se ressemblent, ça commence pareil, puis ça finit. Fait que j'en ai réalisé trois. Le verbe rire, vieillir et surmonter sa souffrance. Mais sauf ils m'ont pas donné d'autres verbes parce qu'ils trouvaient que j'étais un peu délinquante. La façon que je rendais la série. Donc, il fallait que ça se ressemble. C'était une série, alors. Mais moi, il fallait que je raconte. Alors, dans celui-là, vous êtes particulièrement délinquante, donc. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Parce que ils n'arrivaient pas à me convaincre qu'il fallait que je parle de... Mais j'ai dit, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher parce que moi, j'ai envie de dire d'en rire. Il faut que le rire soit l'essentiel. Il faut que tu entendes les gens rire. Il faut que le documentaire aussi te fasse rire. Hein? J'ai lu je suis à peu près certaine de ne pas me tromper, mais je me rends compte que je ne l'ai pas noté. Je pense qu'il y a un thé dans la toundra. Vous dites, j'écris dans une langue qui n'est pas la mienne. OK, c'est le poème qui dit ce matin. Ouais. Il neige de gros. Oui, j'enseigne. Je dis quoi déjà? Si je ne me trompe pas, je vais essayer de vous citer correctement. J'écris dans une langue qui n'est pas la mienne. J'écris dans une langue. Et après, qu'est-ce que je dis? Oh mon Dieu, je n'ai pas tout noté, je n'ai noté que dans, ce vers. un thé dans la toundra? Oui, un thé dans la toundra, il me semble. Dans une langue. Oui, c'est parce que un thé dans la toundra, je l'ai surtout écrit en Inuaimun. Mais tu vois, tout alors, pourquoi j'ai écrit ça, donc? Hein? J'écris dans une... Ben oui, c'est vrai aussi, c'est la vérité. Parce qu'il y a des fois, il y a des poèmes qui me viennent en français. Mais dans Bâton un message, Mac, T'es dans la toundra, c'est surtout en Inuaimun oui. que je les ai écrits. Et puis quand on est arrivé au troisième recueil, Wiyesh, alors quand je suis allée voir l'éditeur Mémoire d'Encrier, puis le livre était prêt, fait que là, Virginie m'a demandé, celle qui s'occupait des livres, elle m'a demandé, elle dit, l'as-tu écrit comme les deux autres, en Inuaimun d'abord, avant de l'écrire en français? Puis là, je me suis attardée. Puis je me suis rendu compte que je l'avais beaucoup écrit en français. Et puis là, je me suis mis à réfléchir un peu. Je savais que je l'avais écrit plus en français parce que je parle du parc Molson, de la rue Bélanger. Tout se passe beaucoup plus en milieu urbain. Tandis que un thé dans la toundra, bâton à message, c'est les récits des aînés que je mets en poème. Et puis dans la toundra, la toundra, c'est d'abord pour moi, la toundra, c'est innou. Pour moi, c'était naturel que je l'écrive d'abord dans ma langue. Et puis, quand tu parles de la vie,
c'est devenu, en m'y attardant, je me suis rendu compte que je l'avais beaucoup écrit en français parce que l'environnement est différent. Dans Bâton, Tondra, ben, ça se passe sur le territoire, dans le Notmet. Donc, c'est normal que le poème vienne d'abord en Inuaimon. Puis quand je parle de Park Molson, c'est normal que la première langue qui me vient soit en français. Et puis, tu vois, puis j'ai remarqué aussi que, par exemple, dans Bâton Messa, il y a beaucoup d'Inuaimon dans le français. Mais il y a un glossaire à la fin, si vous remarquez, là, tout est expliqué. Mais, et puis dans Wiesh, c'est dans l'Inuaimon qu'il y a des mots français. C'est des choses qu'on remarque une fois que tout est terminé. Et même publié, je dirais, bien après, bien après. Oui. Mais il y a un lien très fort, très serré dans votre travail d'écriture entre le territoire, les lieux et je dirais, la musicalité de vos poèmes. Je vous amenais sur le sentier d'un thé dans la toundra parce que après avoir lu ce recueil plusieurs fois, j'avais vraiment l'impression d'avoir visité la toundra. Ben oui, hein? C'est incroyable, hein? Oui. Oui. J'ai fini par la connaître, oui, la toundra. Oui. Ah ouais. Puis vous nous invitez en fait, dans l'intimité de votre découverte, parce que c'est un peu ça. Vous la découvrez, la toundra, quand vous arrivez auprès de Joseph Dominique, là. Ben, la première fois que je suis allée, c'est parce qu'il y avait un... Ben, c'est tout expliqué dans le... Tu sais pourquoi je suis allée? Le petit prologue, là. Ah, le petit prologue. Oui. Mais avant de connaître M. Dominique, je connaissais M. Snapeau, Mathieu André, puis je l'ai enregistré, je l'ai transcrit et traduit. Puis lui, tu sais, la toundra, pour lui, c'était une terre très, très importante. Puis il me disait, quand on allait dans la toundra, tu sais, quand on touche la toundra, nos pas sont pas les mêmes. Tu sais, on sent pas qu'on... Tu sais, en tout cas, tu sais que tu marches pas sur l'asphalte. Hein? mais la façon de se déplacer dans la toundra est comme différente. C'est comme si c'est la terre qui te portait. C'est comme... tu sais, parce que je pense... Parce qu'il reconnaît les pas de la toundra. Pour moi, la toundra, c'était... Je m'adresse à lui dans un thé dans la toundra. Je lui parle comme si on s'est finalement rencontrés. Puis puis je l'ai connu de mieux en mieux. Je l'ai connu en chassant le caribou avec M. Dominique. Après ça, je suis retournée à la Rivière-Georges pour des anthropologues, des scientifiques qui étaient là. Et après ça, je suis retournée aussi avec Louis Sainte-Marie. Après ça, il y a eu, je m'appelle Humain. Avec Marie-André Gill. Oui. Ouais. Ah oui, il faut la poète connaître. Marie-André Gill. Il faut la connaître parce que c'est une très grande poète, Marie-André Gill. C'est une femme extraordinaire. Ouais. C'est le lien aussi, déjà dans Bâton à message, vous nous dites l'importance de la marche. Pour ça que je voulais aussi commencer par la marche au tout début de notre entretien. Cette marche qui qualifie aussi dans la tradition le déplacement nomade qui faisait partie des traditions. C'était très important de marcher. Quand nous étions encore des chasseurs-cueilleurs et des nomades. Après ça, il y a eu tranquillement la sédentarité s'est installée. Fait que les gens ont commencé à rester assis. Donc, en étant assis, tu perds tout, tu perds de ta vision, tu perds... le langage aussi. Le langage de la marche. Oui.
les aînés disaient que les jeunes avaient perdu leurs jambes. Tu sais, c'est quand même, C'est c'est une une image. belle image, Ouais, tu ouais. sais, parce que, tu sais, le dépanneur est au coin, ils vont prendre leur pick-up pour se rendre là, tu sais, puis au lieu de marcher. On ne marche plus. C'est ça qui trouvait déplorable. En restant assis, tu es toujours confronté à un mur. Tu sais, tu sais, ce que tu vois, c'est ce qui est tout près autour de toi. Mais quand tu marches, tu sais, l'image est toujours différente. Tu avances. Et puis, même quand tu reviens, tu sais, de ta marche, ce que tu vois à ton retour, l'image va être différente. Donc, c'était toujours comme vivre un jour nouveau. Donc, encore une fois, Joséphine, vous vous demandez si vous êtes une aînée. Vous n'êtes pas certaine encore dans votre petite votre préface, là. Oui, vous dites quelque chose comme je ne sais pas encore si je suis une aînée. Oh non, hein? Ben, non, je dirais, l'année passée, j'étais à Powashibi, tu sais, pour travailler sur la déportation des Inuits de Powashibi. Ils les ont déportés à la romaine. Hein? C'est pas drôle, là. Avec, c'était fait par les affaires indiennes, des agents des affaires indiens avec la complicité de Jovenot. Tu sais, fait qu'il leur a raconté, quand vous arriverez à Wunmahipi, les maisons seront installées, le bois de chauffage, vous pourrez retourner sur vos territoires de ça. Mais tout ça, c'était pas vrai. Alors, tu sais, il a décidé que ça suffisait les mensonges, puis il est parti avec un gros, puis ils sont retournés à Powashibi, puis ils sont arrivés au moment où en même temps que les otages. Mais tu vois, tous ces aînés-là, avant de partir, ils avaient pris des sacs, puis ils les avaient remplis de la terre d'où ils partaient. Puis quand ils sont arrivés à Unmehipi, avant de toucher terre, ils ont vidé leur sac de leur terre pour être sûr que la première terre sur laquelle ils marchaient, c'était la leur. Puis ça, c'était dans l'espoir qu'il la reverrait. Alors, ça s'est réalisé. Alors, ben, je réponds pas finalement. C'est Bon, correct, c'est pas grave. il fallait que je vous raconte ça. Donc, je suis rendue quand même assez vieille, là. Sauf que quand je suis allée travailler à Paguachipo, tu sais, sur la déportation, Kimo Bamsawin était là, tu sais, parce qu'elle travaillait, laissez-nous raconter sur ça. Mais sauf que je travaille sur un documentaire aussi. Puis, tu sais, puis dans le documentaire, on voulait parler des femmes. Mais dans une légende de Carcajou. Et puis, tu vois, je suis allée, puis je savais que Jérôme Snapo, tu sais, il connaissait bien des épisodes du Carcajou. Fait que je suis allée lui demander si on pouvait le filmer. J'ai dit OK, tu sais. Mais tu sais que quand quand on est allé le filmer, il avait mis son manteau de chasseur, tout blanc, son tambour était là, sa femme était là qui parlait des plans. Tu sais, puis lui, tu sais, puis une fois ici, j'étais venue ici, tu sais, que c'était devenir l'ancêtre de son ancêtre, je pense, je sais pas trop. Puis on parlait de façon d'être aîné. Alors, quand, tu sais, quand on a posé la question, êtes-vous une aînée? Ben, j'étais mal de répondre si j'étais une aînée. Pour moi, tu vois, Edom, il a le même âge que moi. Mais pour moi, lui, c'est un aîné parce qu'il a marché. Il a marché, et il a chassé, et il a vécu le Nujmet.
C'est ce que moi, je l'ai transcrit, je l'ai traduit, mais je ne l'ai pas vécu comme lui. Tu sais, il a vécu avec tous les esprits des animaux, qui a vécu, tu sais, qui connaissait qui connaissait la terre par cœur. D'ailleurs, Mais moi, je ne peux pas dire que je suis une aînée. Alors, j'ai dit que j'étais une vieille nouveau genre. Là. une poète, en tout cas, ça c'est sûr. Même si c'est par hasard, vous êtes une poète, c'est clair. Le lien que vous faites avec les aînés et le lien avec les grands-pères, par exemple, parce que dans un de vos recueils, je pense que c'est dans... Attendez... dans quelque part, vous nommez directement l'ours comme étant votre grand-père. Vous parlez des grands-mères, de la grand-mère outarde, de la grand-mère baleine. Vous parlez même des arbres comme étant les grands-pères. Mais je parle des arbres comme d'humains. Comme si, parce que mon père me disait que c'est prendre le temps quand tu te promènes dans le bois, d'écouter, puis il dit, tu vas entendre, des arbres te parlent. Allez-vous nous raconter l'épisode de des épinettes blanches? Mon Dieu, Alors lui, je l'ai noté, là. Hein? J'ai noté plusieurs vers. Mes sœurs, les 80, caressant une terre de lichen et de mousse, de rivières et de lacs, là où les épinettes blanches ont parlé à mon père. Oui, c'est ça qui est... Mais c'est lui, c'est son poème à lui. Puis il m'avait dit que les épinettes blanches lui parlaient. Ouais. Il entendait la voix des épinettes blanches. Il les entendait. Est-ce que vous savez ce que les épinettes blanches lui disaient? Ouais. Non, peut-être qu'il lui disait où se trouvait le porc-épic, ou peut-être où se trouvait la perdrix. Tu sais? Les arbres sont complices des humains. Et puis c'est ça qui est triste aujourd'hui. Tu sais qu'avec la loi, là, de la nouvelle loi qui accepte qu'on coupe les arbres encore. On coupe la mémoire. Moi, je suis pas le genre de militante ou d'activiste qu'on voit partout. Mais c'est dans ma poésie que je milite puis que je dis des choses. Alors, quand j'entends le gouvernement qui veut... C'est toujours pour de l'argent. Toujours. Tu sais, puis... c'est triste tout ça. Puis, tu sais, si tu coupes tous les arbres, tu sais, des animaux, c'est leur habitat. Oui. On est en train d'empiéter, tu sais, l'habitat de tous ces animaux qui ont besoin de tous ces arbres pour vivre. C'est leur maison. C'est leur maison. C'est leur maison. C'est leur... C'est leur famille. Oui. Nous, on habite dans des maisons. Si vous venez couper toutes nos maisons, raser ça, qu'est-ce qu'on ferait? On serait obligé d'écrire un gros poème, ça c'est sûr. On écrirait dans de grosses larmes. Oui, ça c'est clair. Ouais. Des rivières complètes de nos larmes. Oui. Joséphine, dans la postface que signe Marie-André Gill dans votre dernier recueil, non, c'est pas le dernier, celui-là, encore une fois, c'est le dernier, quelque part, dans quelque part, elle dit... C'est pas dans quelque part, non? c'est dans une fois de plus. Ah, c'est une fois de plus, donc je ne m'étais pas trompée, je suis en train de me tromper là. OK, merci. Une fois de plus, Marie-André écrit. Oui, alors dans la postface, elle dit, je lui ai demandé pourquoi elle voulait écrire les arbres. Elle a dit que ce sont eux qui nous donnent le papier dont on fait les recueils, sur lesquels la poésie se transmet, et qu'aussi ce sont eux qui ont écrit le monde avant nous. Oui. Je vais vous le dire, là, écrit le monde avant nous, c'est pas rien, là, Joséphine. Oui. Je sais que je vous le croyez complètement. C'est une absolument. Parole de vérité, ça, là. Non. Oui. C'est pas un mensonge. J'allais dire, non, c'est pas un mensonge. Non, c'est tout à fait vrai. Dans plusieurs de vos recueils, il est question, évidemment, des mots, de la parole, de ce qu'on doit comme entendre ou donner comme mots. Vous dites aussi
J'existe dans les mots que j'écris. Ben oui, dans les mots que tu écris, tu t'écris toi-même. Donc, les mots font que tu existes. Moi, je suis de tradition orale. Je suis issu d'un peuple de tradition orale. Mais comme j'ai appris à lire et à écrire, puis à réécrire, à écrire, le nomadisme des ancêtres, des anciens, tu vois, tout n'est pas, tout n'est jamais, tout n'est jamais tout à fait négatif. Tu vois, je suis allée au pensionnat, mais tu vois, aujourd'hui, j'écris. J'écris et puis je partage les aînés, je partage des mots. Hier, j'ai dit que je digérais des mots. Ben, c'est pas. Je voulais dire diriger les mots, ben, c'est dans le spectacle. Oh, oh mon Dieu! Hein? On a tellement ri. Oh, wow! Vous avez fait un petit lapsus? Oh, ah ben oui. Oui, peut-être. Mais la poésie naît de ça aussi. Oui, oui, oui. Mais les mots, mon Dieu, des fois, peu de mots sont nécessaires pour traduire des grandes pensées. Diriez-vous que c'est le cas avec les aînés, entre autres, quand ils ont à transmettre, parce qu'on voit qu'ils n'utilisent pas le langage pour convaincre qui que ce soit. C'est un langage souvent plus précis, mais plus bref. Par exemple, si je pense, par exemple, à des jeunes chasseurs, tu vois, l'enseignement était autre que celui qu'on apprenait dans les écoles. Il fallait qu'on apprenne. On apprenait dans le silence ce que nos parents nous enseignaient dans le silence. J'ai de la misère un peu avec le français là. Attends. Ils n'avaient pas besoin de nous expliquer, tu vas faire ci, tu commences par ça, puis après ça, puis après ça. Mais c'est dans leur geste qu'ils nous enseignaient. Dans le geste aussi? Oui, ou dans le geste. On les regardait. C'est pour ça que parfois, les mots, peu de mots sont nécessaires pour apprendre, peu de mots sont nécessaires pour enseigner. Et peu de mots sont nécessaires aussi pour dire des émotions. Parlez-moi de cette belle tournée dans les communautés, dans les écoles où vous avez eu, avec Laure Morali, le bonheur de découvrir la poésie des enfants. Ce qui a donné d'ailleurs ce merveilleux livre, Moi l'enfant. Ouais, tellement beau, tellement magnifique. Hein? Belle... D'ailleurs, tu sais, quand on est allé à Pochibi, Tapawachibu, il y a un poème que les enfants de Pagua ont écrit ensemble sur le retour de Shimon quand il est parti de Onmehibit pour revenir sur sa terre. C'est magnifique. Oui. Puis c'est les enfants, puis c'est leurs parents, leurs grands-parents qui leur racontaient ce récit du retour de Shimon et de Habadéhis. Puis c'est écrit en poésie. Shimon marche, Shimon monte Habad. C'est magnifique. Tous les enfants, on est tous poètes quelque part, et d'autant plus quand tu es enfant. Oui. Oui. Dans cette merveilleuse anthologie, vous signez quelques textes, parfois chacun votre mot, Laure le sien, vous avez le vôtre. C'est ce qui précède en général la transition entre les communautés et les écoles où vous vous êtes retrouvés. Vous dites, entre autres, les jeunes reprennent possession de leurs racines et trouvent le courage de regarder vers l'avenir. Un seul mot, encore une fois, on revient vers un seul mot, a le pouvoir de les ramener à la grandeur de la culture de leurs grands-parents. Oui. Vous revenez toujours vers les grands-parents, hein? Il y a comme le saut de génération. C'est parce que les aînés, c'est ce qu'il y a de plus important. Ils ont tout vu bien avant que nous.
nous voyons. Oui. Donc, eux autres, ils ont vu ce qu'ils nous enseignent. Et c'est... Alors, puis après ça, si on a bien écouté, à notre tour, nous voyons. Oui. Ça nous ouvre les yeux, en fait. Hein? Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette tournée et ces moments où vous invitiez les enfants, assez librement d'ailleurs, hein, à écrire? Oh mon Dieu! Ben, c'était des inos, hein? C'était le rire Oui. était important pour eux. Tu sais, il fallait pas, tu sais, la poésie, tu sais, on leur racontait des mots, tu sais, s'ils comprenaient tel mot, tu sais. Puis quand il y en avait qui étaient beaucoup plus timides, alors ceux des timides, ils faisaient un poème collectif. Tu vois, comme les petits de la maternelle, ben là, tu sais, tu prenais une roche, puis tu leur collais à leurs oreilles, puis là, tu leur demandais, qu'est-ce que la roche te dit? Fait que là, ils sortaient de la belle poésie, tu sais, sur ce que la roche leur racontait. C'est comme qu'est-ce que l'arbre, on aurait pu dire, qu'est-ce que l'arbre te dit? Mais là, on avait une roche. C'est difficile de rentrer les arbres dans la salle de classe, j'imagine. Ouais. Il y a ce moment où je vous lisais, puis je me disais, quel voyage extraordinaire que celui de la poésie. Est-ce que vous avez l'impression que la poésie vous a ramené aux racines même du nomadisme? Oui, oui. Vous voyez, moi, de 5 ans à 19 ans, j'étais au pensionnat. Hein. Donc, et puis c'est dans les débuts de ces années-là que le sédentarisme s'est installé tranquillement parce que les parents attendaient leurs enfants, ils croyaient qu'ils allaient revenir. Alors, tout ce qui restait dans les réserves, c'était le père, la mère et des enfants qui n'avaient pas l'âge d'aller à l'école. Mais des parents gardaient espoir que leurs enfants reviendraient. Alors, des hommes ont commencé, eux, à monter dans le bois à partir dans le Notman, mais ils revenaient, au lieu de revenir à la mi-juin, ben, ils revenaient pour Noël au COSO qui retrouveraient leurs enfants. Et puis, puis après ça, il y a les multinationales, les barrages hydroélectriques, les mines qui se sont installés. Donc, les territoires étaient de plus en plus éloignés et de plus en plus difficiles, à rejoindre. Puis les animaux aussi s'éloignaient. Donc, comme quand tu es un nomade, tu marches aussi loin que l'animal qui te nourrit. Oui. Donc, il fallait aller de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et puis, puis après ça, ben, il y a eu les barrages, il y a eu une inondation, des trous. Alors, le sédentarisme, c'est vraiment installé. Et puis, nous, on allait au pensionnat. C'est ça, la vie. Oui, j'ai bien compris que on vous avait posé la question, j'imagine, parce que c'est pas dit dans Je m'appelle humain, mais vous dites, je ne vais pas écrire ou parler des pensionnats comme tels. Non, j'ai dit, je ne vais pas. Moi, j'aime pas parler des pensionnats parce que je trouve qu'il y en a qui en parlent mieux que moi. Et puis, le pensionnat, et tu sais, le pensionnat où j'allais, là, à Madiou, Wahat, là, mais c'était le premier pensionnat au Québec. OK. Oui, je crois. En tout cas. Mais on arrivait de partout, on arrivait de toutes les communautés, de la Basse-Côte. C'était un choc quand même.
On n'entendait jamais parler français. C'était une langue complètement étrangère. Parce que le français ou l'anglais, nos parents pouvaient l'entendre parce que quand ils descendaient à la côte, c'est eux autres qui allaient chez les marchands de fourrure. Puis les enfants restaient sur la côte avec nos mères ou avec des grands-parents. Puis c'est nos parents qui allaient dans les ventes. Donc, eux autres, ils entendaient le français. Où ils entendaient l'anglais. Alors, quand on est arrivé au pensionnat, on entendait, c'était pour beaucoup de nous, c'était la première fois qu'on entendait parler le français. Il y avait même les missionnaires, ils parlaient en Inuaimon. Puis quand des agents du gouvernement arrivaient, on ne comprenait rien. C'était un mystère. Retrouver par la poésie la langue, parce que c'est vraiment aussi la langue Innu qui est là dans votre poésie, oui. D'abord et avant tout. Puis il n'y a pas de négociation vers la baisse. Hein? Vous avez tous vos textes en Innu qui sont là. C'est extraordinaire, c'est une extraordinaire richesse. Mais pour moi, c'était essentiel. Essentiel que... Oui. Ben, j'ai réappris à écrire dans ma langue avec José Mayotte. Je peux vous parler de 3 anthropologues avec qui je travaillais. Ben, comme quand j'ai commencé à travailler avec eux autres, moi, j'écrivais pas l'Inuaimon. Je le parlais, bien sûr, mais je ne l'écrivais pas. Comme des anthropologues, eux autres, ils font du terrain, puis ils reviennent avec un paquet de cassettes. Puis c'est tout en Inuaimon, ce qu'ils ont enregistré. Alors, puis José, qui était ethnolinguiste, fait qu'elle m'enseignait un peu la phonétique. Alors, c'est comme ça que j'ai appris à écrire l'Inuaimon, en transcrivant les cassettes que les anthropologues ramenaient. De la mémoire des gens aussi. Hein? Puis en même temps, ouais. J'apprenais des choses que je ne connaissais pas du tout, étant donné comme je ne fréquentais plus l'intérieur des terres ou le Notmet. Mais ça, j'avais souvenir quand même, que j'avais déjà vécu ça, étant enfant. Parce qu'on était, avant les pensionnats, on était nomades, chasseurs-cueilleurs. Donc, on avait tous connu nos tchumets. Donc, quand je transcrivais, puis ce qui est extraordinaire en plus, puis les Inuaimon que je parlais n'était pas celui que je transcrivais. Étant donné, que c'est 2 modes de vie complètement différents. C'était des mots que je ne comprenais plus, alors que je comprenais l'Inuaimon, qui était sédentaire. C'est extraordinaire parce que ça veut dire aussi que tout le travail que vous avez fait avec les anthropologues vous a permis de raccrocher une partie du langage. Mais c'est ça. Oui, ça m'a redonné ma culture. Ils m'ont redonné des mythes fondateurs, les légendes. J'ai réappris qui j'étais au départ. Oui, d'ailleurs, il y a « M'atteindre où je me compte ». Hein? C'est un des vers que je vais au bout de la nuit pour trouver la meilleure version de moi, m'atteindre où je me compte. Ouais. Et c'est vraiment un peu dans le même esprit que j'existe dans un mot, par exemple, j'existe dans ce que j'écris. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous étonne encore sur vous-même, sur votre sentier d'écriture? Oh mon Dieu, c'est le genre de truc que je pense pas, jamais. Vous cherchez pas à vous étonner vous-même? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui vous étonne du monde en ce moment? Ce qui m'étonne du monde en ce moment, c'est il y a tant de guerres. Il y a trop de guerres.
Trop, trop, trop. Trop de rivières de sanglots aussi. Et C'est fort. trop de rivières. Tu sais que on est beaucoup dit, nous, on est éparpillés un peu sur la basse côte nord et la côte nord, tu sais. Mais on est tous, on dit qu'on est des Inuits, mais pour se reconnaître, c'est la rivière Oui, qui nous baptise. oui. Tu sais, parce qu'on est un Innu de Notarquan, on est Innu de Poquachipi ou de Mehibi, mais on se baptisait par la rivière qui nous ramenait à nos territoires où on chassait. C'est des rivières, moi tu vois, je suis une Innu de Pessamit parce que c'est la rivière Pessamit qui nous amenait dans le nôtre. Dans Une fois de plus, vous écrivez « J'écris ma mémoire pour ne pas oublier qui je suis Ouais. ». Vous aviez peur d'oublier qui vous êtes? On a toujours peur d'oublier qui nous sommes. Tu sais, je pense quelque part. J'écris pas mes mémoires, Non, je comprends. mais j'écris beaucoup dans ma mémoire. Ouais. Avez-vous un petit rituel, à part l'écriture dans les abris de bus, là? Avez-vous comme un petit rituel parfois où vous vous asseyez en vous disant, OK, là, je suis prête, j'ai besoin d'écrire? Non, 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 pas Non? vraiment. C'est bien. Non, non. Et tu vois, il y Alors, vous avez a de quoi vous étonner, là? Marie-André Gay, là. Marie-André, elle a acheté un presbytère. Oui. Oui. Et puis dans son presbytère, c'est un grand presbytère, c'est toujours grand. Alors, elle m'a raconté, puis elle faisait des résidences d'écriture. Elle m'a dit, si ça te tente, viens faire une résidence d'écriture. J'ai dit, OK, mais moi, j'ai toujours refusé des résidences d'écriture parce que j'avais l'impression que si j'acceptais des résidences d'écriture, il fallait que je m'assoie tous les matins puis que je trouve l'inspiration pour écrire. Et puis, au moment donné, tu sais, j'ai commencé à rapailler tous les petits papiers qui traînent partout chez moi, là. Et puis, je trouvais que ça... tu sais, fait que là, je l'ai appelé, j'ai dit, j'irai une semaine. Alors, je suis partie, puis j'ai tout tapé à l'ordinateur, les bouts de papier. Et puis, tu sais, puis j'ai fait ça pour voir si ça pourrait donner un recueil. Et ça a donné? Ça a donné une fois de plus. Alors, c'est ça que je fais. Alors, J'ai une question autour d'un poème qui, moi, me frappe. Je l'ai lu plusieurs fois, à plusieurs moments différents. Vous dites « Tue-moi si je manque de respect à ma terre. ben oui. Tue-moi si je manque de respect aux animaux. Tue-moi si je reste silencieuse quand on manque de respect à mon peuple. » Ouais. C'est venu comment? On comprend bien entendu le message Ouais. et la lucidité avec laquelle c'est... Mais vous utilisez quand même des mots très forts. Tue-moi si. Ouais. Je serais prête à mourir pour tout ça. Puis j'ai tellement de respect mais pas juste pour les Inuits, pour les humains. Oui. Tu vois, c'est pour ça quand je dis qu'il y a trop de guerre, il y a trop de guerre. Tu sais, je sais que je suis impuissante devant. Moi, j'ai écrit à un moment donné un petit truc là. C'est rare que j'écris quelque chose sur Facebook. J'ai écrit ça. J'ai dit la paix est tranquille. Non, la paix est un mot tranquille. Il se rêve. Mon Dieu, attends que je réfléchisse. Prenez votre temps. Ouais. La paix est un mot tranquille. Elle se rêve. C'est le dernier que j'oublie là. Puis c'est non.
La paix est tranquille. La paix est un mot tranquille. Elle n'a pas besoin d'éclat. Elle se rêve.